en cette journée décisive du 9 mai 2024. J'ai choisi 3 sujets. Le premier sujet que je vais aborder, c'est l'évolution du projet de pipeline qui transporte le pétrole sur plus de 1000 km depuis le Niger, traverse le Bénin et a vocation à livrer ce pétrole au commerce international sur l'océan Atlantique au port de Sémékodji. Sémékodji devrait être le lieu à partir duquel le Niger commence une grande et merveilleuse aventure de pays pétroliers. Ce qui fait que le Niger est aujourd'hui, dans la sous-région CEDEAO, le pays à la croissance économique la plus élevée. Il s'est passé ces dernières 48 heures des événements assez curieux qui ont attiré l'attention de votre serviteur. D'abord, je voudrais rappeler que le projet pétrolier qui a été matérialisé au départ du Niger en traversant le Bénin jusqu'au port en océan Atlantique de Sémékodji, ce projet a été mis en place depuis longtemps. Ce projet rassemble l'État nigérien, l'État béninois et une compagnie d'État chinoise qui s'appelle CNPC. Et ce projet a été l'objet d'un accord entre les 3 entités que je viens de citer, à savoir l'État du Bénin, l'État du Niger et la compagnie chinoise multinationale CNPC. Cet accord a prévu toutes les étapes de la réalisation du projet et il est le seul document à encadrer ce projet. Selon cet accord, le pétrole qui va transiter donc du Niger où il est foré vers le terminal de Sémékodji au Bénin, ce pétrole-là va bien sûr rapporter environ 25% d'intérêt et bien de bénéfices au Niger, à l'État du Niger. Il va remporter 75% parce qu'il faut rembourser l'investissement chinois, ce qui est déjà énorme par rapport au ratio précédent. Mais ce pétrole-là également, pour chacun des barils, va rapporter de l'argent à l'État béninois. Je pense avoir bien lu 0,1 $ pour chaque baril qui passe, au moins. Donc, l'État béninois est bénéficiaire. Le principal bénéficiaire, c'est l'État nigérien et le grand bénéficiaire, en même temps l'investisseur, celui qui a financé tout le projet, c'est la multinationale chinoise qui est une multinationale étatique, CNPC. Jusqu'ici, ce projet a donc évolué dans le cadre de cet accord, signé depuis plusieurs années entre les 2 États. Mais il se trouve que, le 26 juillet 2023, l'armée nigérienne, à l'unanimité de tous ses corps, a décidé de déposer le junta de Niamey Mohamed Bazoum, qui fit alors boum, conformément à nos prédictions, pour la raison que Mohamed Bazoum s'était avéré complice des organisations terroristes qui ensanglantent son pays, que Mohamed Bazoum s'était avéré en réalité un parrain de la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, au regard de ses attaques sauvages contre le Mali, le Burkina, qui luttent contre Al-Qaïda et l'État islamique, au motif que Mohamed Bazoum, en réalité, ne servait pas les intérêts suprêmes de la nation nigérienne, mais des intérêts étrangers. Il a été déposé et il n'y a eu aucun conflit, aucune effusion de sang. Il n'y a même pas eu un mort pour que Bazoum tombe. C'est-à-dire que même les soldats qui prenaient la garde de sa chambre à coucher ne se sont pas battus. Parce que, à l'unanimité de tous les grands corps de l'armée nigérienne, Bazoum s'est avéré un traître à la nation nigérienne. Dans la population, il y a eu une légère agitation d'une dizaine, à tout prendre une vingtaine d'individus dans les rues de Niamey. Mais la masse majoritaire de la population nigérienne avait déjà vomi Bazoum depuis longtemps. Et au contraire, c'est avec une liesse populaire que le Conseil national de la sauvegarde de la patrie du Niger, dirigé par le général de brigade Abdourahmane Tiani, a été accueilli par le peuple.
Le 26 juillet 2023 a donc en réalité commencé une révolution populaire nigérienne. Cette révolution, un changement radical dans la doctrine de direction de l'État du Niger, devait réjaillir même sur le terrain géopolitique, géostratégique. Avec désormais la décision des autorités nigériennes d'écouter la revendication du peuple, qui datait d'il y a très longtemps, à savoir ne plus combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances de l'OTAN qui ont fait venir le terrorisme et qui ont créé les deux grandes organisations terroristes que nous connaissons, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique. Les puissances de l'OTAN qui ont détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, qui ont donné des armes à Al-Qaïda et l'État islamique pour attaquer le Sahel, c'est-à-dire attaquer le Niger, attaquer le Burkina Faso, attaquer le Mali. Les mêmes puissances de l'OTAN qui ont pris prétexte de l'attaque qu'elles ont organisée pour demander aux pays sahéliens d'accepter l'installation ad vitam aeternam de leurs bases militaires, afin d'avoir le contrôle total sur l'uranium, total sur le pétrole, le gaz, l'or, le diamant, le manganèse, les richesses faramineuses du Liptako. La doctrine politique nigérienne a donc changé. C'est un Niger nouveau, un Niger enraciné dans l'idéologie panafricaniste, qui a vu le jour le 26 juillet 2024. Un Niger déterminé à aller vers sa véritable souveraineté. Au Niger désormais, la devise est Labussanino Zanchan Kassaini. Labussanino Zanchan Kassaini. C'est-à-dire que quand il est question des affaires du pays, il n'y a qu'un seul peuple nigérien. Et ce peuple n'est plus simplement un peuple de Nigériens et de Nigériennes. Ce peuple devient à cet instant précis, lorsque ce peuple vous dit Labussanino Zanchan Kassaini, il devient un peuple de Nigérois et de Nigériennes. Ce changement à la tête du Niger n'a pas plu à un certain nombre d'États néocolonisés, de l'organisation néocolonisée appelée CEDEAO. Ces États néocolonisés sont caractérisés par le fait qu'ils sont sous occupation militaire, sous contrôle militaire, sous contrôle financier, sous contrôle diplomatique, sous contrôle sécuritaire. Ils sont même sous contrôle mental par les anciennes puissances coloniales occidentales. Ces États, membres de la CEDEAO, à l'époque comme le Niger, le Mali et le Burkina, se sont dressés et ont annoncé leur intention, alors que jamais ils n'avaient mis en place une force pour combattre les terroristes. Ils ont annoncé publiquement leur intention de mettre en place une force pour attaquer le Niger et restaurer le juntar de Niamey qui avait fait boum, le traître, le parrain des terroristes, Mohamed Bazoum. Oui, l'année 2023 a été pleine de révélations pour tous les amoureux de l'Afrique, de la souveraineté africaine. Nous avons vu au grand jour, nous avons vu en plein jour ce que c'est réellement que la CEDEAO. Si les événements qui vont de 2022 avec les sanctions illégales, criminelles, inhumaines, prises par la CEDEAO contre le Mali, jusqu'à la déclaration de guerre de la CEDEAO contre le Niger, si ces événements n'avaient pas eu lieu, nous autres qui enseignons depuis très longtemps que l'Union africaine et la CEDEAO sont des organisations anti-africaines, je crois que plus de 60 à 70% de ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne nous prendraient pas au sérieux si les événements dont je vous parle n'avaient pas eu lieu. L'Afrique a assisté ébahi à une série de réunions de la CEDEAO pour annoncer qu'elle allait faire la guerre contre le Niger, pour imposer le parrain des terroristes. Celui qui a publiquement dit que les terroristes étaient ses alliés, Mohamed Bazoum. Pour imposer à la tête du Niger un homme qui a dit que les terroristes étaient plus puissants que les armées nationales ouest-africaines. Toute la CEDEAO, à l'exception de 4 pays, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina, le Niger et, dans une relative mesure, le Togo, la quasi-totalité de la CEDEAO s'est dressée comme un seul homme pour faire la guerre contre le Niger. Parmi les pays les plus zélés pour faire la guerre contre le Niger, il se trouvait le Bénin de Patrice Talon.
le Bénin de Patrice Talon. Dans l'ordre du zèle pour faire la guerre au Niger, il y a numéro 1, Alassane Draman Ouattara. Très chaud pour faire la guerre. Lui, il a donné même le nombre de troupes qu'il allait envoyer pour tuer les Nigériens. 1100 hommes. Il a dit qu'il allait mener une campagne militaire pendant 3 mois pour tuer les Nigériens. Il l'a dit publiquement. Numéro 2, dans le projet de guerre contre le Niger, mais Patrice Talon a juré ses grands dieux que l'armée béninoise allait entrer au Niger pour combattre le Niger et imposer par la force le retour de Bazoum au pouvoir. Rétrospectivement, on se demande sur quoi Talon comptait. Voici quelqu'un qui est à la tête d'une armée en laquelle il n'a pas lui-même confiance, puisque désormais, il a fait assurer sa sécurité par l'armée rwandaise. Comment quelqu'un qui n'est même pas capable de se sécuriser lui-même avec sa propre armée pouvait-il prétendre qu'il allait faire la guerre contre le Niger? On a bien compris que ce n'était pas Talon lui-même qui était capable de faire la guerre contre le Niger, mais que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal de Macky Sall, le Ghana de Nana Akufo-Addo, le Nigeria de Adebola Tinubu, tous ces pays-là étaient en fait instrumentalisés par le néocolonialisme français et par l'impérialisme de l'OTAN pour absolument imposer à la tête du Niger des dirigeants qui continueraient à faire du Niger le marchepied de l'Occident. Tout le monde a bien compris donc que la CEDEAO n'était qu'une caisse de résonance du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. D'autant plus que toutes les mesures prises par la CEDEAO contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, contre la Guinée, ont été systématiquement dictées publiquement dans des médias par les dirigeants occidentaux, notamment français. Avant que la CEDEAO ne prenne les sanctions de janvier 2022 contre le Mali, le président Macron et ses ministres les avaient déjà annoncées. Le président Macron avait publiquement dit « Je vais appeler le président Tinubu de la CEDEAO et demander une réunion pour sanctionner le Mali. » Nous avions suivi les débats au Sénat français. Le président de la commission de la défense au Sénat français, Christian Cambon, avait dit que le Mali allait regretter de s'être séparé pacifiquement de l'armée française. Il l'avait dit publiquement dans une conférence au Sénat, sur la chaîne publique Sénat, qui est disponible encore sur le net. Christian Cambon. Donc toutes les décisions de la CEDEAO ont été annoncées par les dirigeants français, européens, les dirigeants de l'OTAN, avant que la CEDEAO même ne se réunisse. C'est alors que la vérité a éclaté au grand jour. Les Africains ont compris pourquoi il y avait un bureau de l'OTAN à l'intérieur de la CEDEAO, au motif de combattre le réchauffement climatique, au motif de combattre le terrorisme que l'OTAN a installé, puisque c'est l'OTAN qui a détruit la Libye. Et on sait pourquoi l'OTAN a détruit la Libye. C'est parce que Kadhafi se préparait à mettre en place une monnaie dinar-or qui allait mettre fin à l'hégémonie du dollar, l'hégémonie de l'euro, l'hégémonie du franc CFA. Les emails de Madame Hillary Clinton, qui ont été révélés par le scandale Wikileaks, ont éventré tout le complot. Les Africains savent que ce ne sont pas des prétendus djihadistes qui attaquent l'Afrique. L'Afrique sait que c'est l'OTAN qui déstabilise l'Afrique. Et que l'OTAN utilise ce qu'on appelle la stratégie de la guerre hybride. C'est-à-dire, l'OTAN utilise des organisations terroristes et des États vassaux pour déstabiliser l'Afrique et imposer aux Africains d'accepter ces conditions d'échange économique, d'accepter ces conditions de coopération politique, diplomatique, bref, pour imposer à l'Afrique de rester en réalité le marchepied de l'Occident. Maintenant, les Africains le savent. Je fais partie des rares Africains, chaque fois qu'ils le disaient et qui recevaient des messages d'autres Africains, ne dis pas ça. Il faut vouloir voir grandir tes enfants. Maintenant, toute l'Afrique le dit. Il y a plus d'1 milliard d'Africains sur le continent et pratiquement 2 milliards sur la planète. Cette vérité est mondialement africaine. L'Afrique mondiale sait que nous ne sommes pas attaqués sur le continent par des gens qui voudraient que nous soyons musulmans. C'est faux. Nous sommes attaqués par des bandits qui utilisent le voile de la religion pour perpétrer un plan de déstabilisation qui a été conçu au plus haut niveau des officines de l'OTAN. Il faut que vous compreniez que tout ça s'est avéré
clair aux yeux des Africains grâce à la crise entre la CEDEAO et le Mali, la CEDEAO et le Burkina Faso, la CEDEAO et la Guinée-Conakry, la CEDEAO et le Niger. Cette crise est un révélateur. C'est un véritable révélateur, au sens même de la chimie, de la véritable nature de l'institution sous-régionale qu'était la CEDEAO. Une institution néocolonisée, une institution ennemie de ses peuples, une institution instrumentalisée. Donc, numéro 1 des va-t-en-guerre de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, grand vassal de la France-Afrique, défenseur de la monnaie criminelle du CFA, putschiste invétéré. Numéro 2, Patrice Talon, dressé sur ses maigres jarrets, on ne sait pas sur quoi il comptait, mais en fait, il avait derrière lui l'ancienne puissance coloniale et il avait derrière lui l'OTAN, on l'a vite compris par la suite. Numéro 3, Tinubu, beaucoup plus malin, Tinubu, le plus rusé de tous, qui a fait semblant de déclarer la guerre contre le Niger et a demandé à sa propre majorité parlementaire de le bloquer. Tinubu, qui sait très bien que la loi nigériane interdit au président de la fédération nigériane de déclarer la guerre sans avoir réuni en congrès le Sénat et la Chambre des députés du Nigeria et obtenu une majorité écrasante de leur vote. Les 3/4. Tinubu, qui le sait très bien, va à la réunion de la CEDEAO et dit qu'il va faire la guerre. Comme Ouattara, lui, en Côte d'Ivoire, ne respecte pas le Parlement, ne respecte pas la loi. Ouattara gère la Côte d'Ivoire comme on gère sa propre poche. Ouattara, lui, il a déclaré la guerre sans avoir consulté qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Je pense même qu'il n'a même pas discuté de ça avec sa propre femme. Il a déclaré la guerre, il a déclaré qu'il envoyait des soldats. Bref, avec Ouattara, on sait que c'est un individu allégal. Allégal. Il n'est pas illégal, il est allégal. C'est-à-dire quelqu'un qui est sans rapport avec la loi. Il est légiphobe. Il est allergique à tout ce qui est légal, tout ce qui est réglementaire. Parce que Ouattara, c'est un esprit mercenaire. Tinubu, lui, au Nigeria, il y a des institutions qui ont une certaine force. Donc, il a piégé, alors qu'il était le président de la CEDEAO, il a piégé tout le monde. Il dit que vraiment, non, we will enter in Niger. President Bazoum will be back on the oath. I am telling you. Après, il rentre au Nigeria dans la nuit. Il appelle le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, leur dit, stop me. Say no. Say that there is no consensus about war. So, I will say, I would have done that war, but I have been impeached by the parliament. Le type appelle ses propres députés, il dit, allez me contredire, dites que vous êtes opposé à la guerre. Si vous dites que vous êtes opposé à la guerre, moi, Tinubu, je pourrais dire à Macron, je pourrais dire à Ouattara, je pourrais dire à Talon, je pourrais dire à Macky Sall, je pourrais dire à Mbalo, bref, à tous ces vassaux-là, ouest-africains, je pourrais leur dire que j'ai été empêché par mon parlement. Vous voyez comment le vieux là est bandit? Il fait semblant de dormir comme ça, Tinubu. Attention! Quelqu'un qui a réussi à s'en sortir d'une affaire de drogue aux États-Unis, c'est vraiment un bandit expérimenté, Tinubu. Il a réussi à s'en sortir dans une affaire de drogue aux États-Unis. Tinubu. Dans une affaire de faux diplôme aussi, le type s'en sort. Sans être incarcéré. Les États-Unis ont été capables d'aller arrêter tout un chef d'État, Manuel Noriega, au Panama, pour l'amener en prison, pour des histoires de drogue. Mais Tinubu, lui, s'en est sorti. Il faut le monsieur que vous voyez là, il fait semblant de dormir et seulement d'aimer danser. C'est un voyou expérimenté. C'est un voyou très expérimenté. Donc, que fait Tinubu? Tinubu, lui, il a fait semblant de vouloir attaquer, en fait, le Niger. Jamais il ne voulait le faire. Puisque, dès le lendemain, la semaine d'après, les députés du nord du Nigeria se sont levés pour dire, pas question, les Nigériens, c'est nous. Il y a une continuité entre le Niger et nous, on n'est pas d'accord. Dès le lendemain, l'Assemblée nationale, le Sénat se sont réunis pour dire qu'il n'y a pas d'unanimité pour la guerre. Et qu'est-ce qu'il fait, Tinubu? Juste après ça, Tinubu coupe son téléphone. Alassane Ouattara l'appelle matin, midi et soir pour savoir quand la guerre commence. Tinubu ne décroche pas. Tell him that I am tired, I am sleeping. On dit à Tinubu, mais c'est Ouattara qui appelle. Il dit, dites-lui que je suis malade, je suis fatigué, je dors.
Il a coupé le téléphone pendant plus de 2 mois à tous les chefs d'État va en guerre de la CEDEAO. Alors que c'est lui le président de la CEDEAO. Voilà comment la guerre n'a jamais eu lieu. Tinubu est tombé en brousse. Tinubu est tombé en brousse. Il ne prenait plus ses collègues au téléphone. Vous comprenez pourquoi? Quand il a convoqué une réunion, cette fois-ci pour faire reculer la CEDEAO, ses collègues-là, tellement ils étaient outrés, ils étaient fâchés contre lui, ils ne sont pas venus. Ouattara n'est pas venu. Parce qu'il avait cru que Tinubu allait envoyer l'armée nigériane devant, et lui, il allait venir avec ses 1100 gugus, ses 1100 individus fétus, pour les cacher derrière l'armée nigériane. Hein? Et puis, lui, ils allaient même envoyer peut-être les Béninois devant, et puis lui, il cache son bataillon derrière, l'armée nigériane fait tout le combat, et puis lui, Ouattara sort pour revendiquer la victoire contre le Niger. Une fois que le Nigeria n'a pas marché dans l'incitation à la guerre interafricaine qui était faite par le néocolonialisme français, qui était faite par l'OTAN, une fois que le Nigeria n'a pas marché, leur plan a échoué. Mais entre-temps, les populations béninoises ont souffert. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.